À travers cette formation, Aïssa brisera avec vous les mystères de la planification et vous aidera à décortiquer toutes les astuces et méthodes qui feront de votre plan de travail de réels facteurs clés de succès. À toi, Aïssa. Merci Marois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la planification, en fait, la planification de projet en général. Donc, c'est une présentation qui sera effectuée en deux parties. Aujourd'hui, on traitera des b.a.-ba de la planification, des techniques, des best practices, des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire pour bien planifier son projet. Alors, comme d'habitude, ce webinaire-là se veut interactif, donc si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions. Vous avez la barre de questions qui normalement s'affiche sous votre écran, donc vous pouvez poser des questions à volonté. Et puis à la fin, on essaiera de planifier une petite séance de questions-réponses pour échanger à ce sujet. Donc l'idée de la planification, l'idée de la formation d'aujourd'hui, en fait, c'est de mettre à votre disposition une boîte à outils de techniques éprouvées. Donc ce qu'il faut faire, les 12, et ce qu'il ne faut pas faire, les don'ts. Donc c'est une boîte à outils que vous pouvez utiliser au choix. Donc vous pouvez choisir une technique ou plusieurs techniques qui permettront d'arriver à un plan, une planification qui est plus optimale, plus optimisée pour vos projets. Donc cette présentation-là, elle se base sur plusieurs sources, entre autres, en fait, essentiellement le magnifique bouquin de Mike Cohn, donc Agile Estimating and Planning, et puis sur pas mal d'autres références, donc le Scrum Book, qui traite en fait de la méthodologie Scrum, un autre bouquin qui est très intéressant, en fait, The Art of Agile Development, et puis bien sûr sur pas mal de retours d'expérience du valeureux Edouard Deming, donc sur sa théorie du management 3.0 et sur sa nouvelle façon de gérer les projets. Donc dans l'agenda, en fait, on aura 6 thèmes aujourd'hui. Donc le premier thème, c'est on va voir ensemble pourquoi les plans ne sont pas fiables, pourquoi on a souvent du mal à sortir un plan qui est efficace, qui est fiable et qui tient la route. On va voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place quand on veut faire de la planification. On va voir quelques techniques d'estimation et puis on va résumer tout ça. On va résumer tout ça sur la partie Planning Poker, qui est une stratégie actuelle de planification qui regroupe un peu toutes les bonnes pratiques et les techniques d'estimation qu'on verra au fur et à mesure. Et on fera une synthèse et une séance de questions-réponses. Donc pourquoi les plans échouent? Pourquoi on rate la cible? Donc c'est quoi d'abord un plan? Quel est l'objectif d'un plan? C'est de répondre essentiellement à 3 questions. Donc, comment arriver à notre objectif? On veut faire quelque chose, on veut construire quelque chose. Donc, on doit s'assurer, on doit répondre aux 3 questions classiques. Donc, arriver avec quels moyens, c'est-à-dire les ressources. Arriver en combien de temps? Donc, on doit faire obligatoirement une estimation. Donc, c'est une prédiction du futur. Et comment arriver à cette fin-là, cet objectif-là? Donc, on doit faire un effort de conception. Donc, ces 3 aspects-là, en fait, ils rentrent dans la planification. Et bien sûr, dans l'estimation, on distingue entre deux types d'estimation. Il y a l'estimation d'effort, donc l'effort à faire, à fournir, et puis l'estimation de la durée pour obtenir une date. Ce qu'il faudrait retenir, en fait, comme postulat de base, c'est que estimer équivaut à prédire. Donc, estimer et prédire sans faire de conception ne peut pas être crédible. Donc, si quelqu'un demande en fait une date par rapport à la création de quelque chose et qu'on avance cette date-là en fait sans donner notre façon de faire, nous ne serons pas crédibles en fait. On est obligé de faire. Oui, Manon. J'ai une question par rapport à ça, puisque le temps pose tant de problèmes. Est-ce que nos plans seraient plus fiables si on enlève la dimension temps, ou bien sont-ils vraiment des notions indissociables? On va y arriver en fait dans la présentation. La notion temps, elle est importante parce qu'on doit répondre à la question du temps. Sauf que il faut faire ça en 2 étapes en fait. La première, c'est, comme j'ai dit, il faut arriver à estimer l'effort. Mais pour estimer l'effort, il faut d'abord passer par un effort de conception. Donc il faut savoir comment on va faire pour avoir quel effort mettre en place pour aboutir à l'objectif. Et puis après, en fonction de ça, on va dériver la date, la dimension temps. Donc voilà, pour revenir à la présentation, donc on a dit, le premier point, c'est estimer sans concevoir ne peut pas être crédible, personne ne nous croira. Concevoir complètement sans information mène à l'erreur. Ce que je veux dire par ici, en fait, c'est que pour faire une bonne conception, on est vraiment obligé d'avoir un retour d'information des gens qui attendent, en fait, cette valeur, cette création de valeur. Donc, plus on a d'informations, plus
plus la conception elle est améliorée, elle est optimisée. Et puis bien sûr, il faut toujours se rappeler que l'estimation est une prédiction, donc c'est une prédiction qui peut être erronée et qui peut être correcte. Elle est souvent erronée, donc il ne faut pas croire que la prédiction va être correcte à 100%. Et puis l'affectation des ressources pendant une longue durée, généralement qui dépasse plus d'un mois, est vraiment utopique, donc il faut vraiment se limiter à des affectations de ressources qui sont assez limitées dans le temps. Les Chinois disent, pour concrétiser tout ça, en fait, être incertain, c'est être inconfortable, mais être certain, c'est être ridicule. Donc, on veut faire des plans pour être confortable, mais on tombe dans le ridicule. Quand on dit qu'un plan qui dure plus de 6 mois, en fait, il est fiable à 100% et qu'on ne veut pas le changer. Mais c'est ce qui se passe en fait souvent dans nos projets, c'est qu'on établit un plan de plus d'1 an ou plus de 6 mois et on fait un effort considérable au début pour créer ce plan. Ce qui se passe, c'est que on croit que ce plan-là, il va tenir la route et on ne le modifie pas en fonction des informations qu'on acquiert en cours de route. Et du coup, on croit que notre plan, il est fiable et on croit qu'on va arriver à l'objectif à la date voulue. Autre chose, par rapport à cette conception-là bisounoursienne, je dirais, c'est que quand on met en place en fait ce genre de plan, les gens, en fait, ils ont tendance à s'accrocher au plan et oublier l'effort de planification. Donc, ils deviennent accros et sacralisent le plan sans pour autant l'améliorer, le mettre à jour en fonction des événements et du feedback qu'ils obtiennent du client. Oui, Maman, tu avais une question. Oui, j'ai une question, c'est voilà, comment on peut mesurer l'incertitude dans un plan et quelle est la part qu'on devrait lui consacrer et comment diminuer l'impact de l'avancement du projet, l'impact de cette incertitude sur l'avancement de nos projets. Alors, l'incertitude, on ne peut pas la mesurer, on peut la réduire en fait. L'incertitude, elle se réduit avec le temps. Quand on démarre en fait un projet, on a beaucoup d'incertitudes et cette incertitude-là, elle se réduit au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il faut obligatoirement se mettre en tête qu'il y a vraiment une grande part d'incertitude quand on fait notre planification. On est obligé de faire la planification, ayant connaissance qu'il y a vraiment une grande part d'incertitude là-dedans. On réduit l'incertitude en fonction du savoir qu'on acquiert en cours de route, parce que en maîtrisant une nouvelle technologie, on a une connaissance du client, on a une connaissance plus approfondie de l'objectif à réaliser, on réduit cette incertitude, mais je veux dire que l'incertitude, elle va nous accompagner du début à la fin, du démarrage du projet jusqu'à la fin du projet. Et ce qu'on peut faire, c'est juste arriver à la réduire et à la cerner à un certain seuil acceptable. Quelques métriques pour revenir à la présentation. Ce qui se passe en fait, c'est que les statistiques, elles démontrent en fait notre fiabilité et notre confiance dans le plan. En fait, les plans, ils échouent assez souvent. Donc, pas mal de projets, les 2 tiers du projet dépassent le budget. Donc, c'est de la planification qui échoue. Plus de la moitié des projets prennent plus de temps que prévu, deux fois plus de temps que prévu. Les fonctionnalités qui sont construites ne sont pas utilisées, donc c'est de la conception qui est intégrée dans la planification, parce que on fait une conception initiale, on ne modifie pas la conception au cours de route, donc ce qui est construit au début ne convient pas au client. Donc tout ça, c'est des erreurs de planification et ça, c'est la triste réalité. Alors, les raisons derrière ces problèmes-là, c'est généralement en fait, c'est que quand on fait un plan, en fait, on essaie de le décortiquer en tâches. C'est bien et c'est pas bien en fait. À un certain moment, il faut arriver à découper les objectifs fonctionnels, les objectifs qui créent de la valeur en tâches élémentaires. Le souci qu'il y a, c'est que généralement on se perd et qu'on ne revient pas à l'objectif final et qu'on se concentre sur les tâches et qu'on oublie le résultat. Cette concentration sur les tâches, le fait qu'on aille jusqu'au niveau des tâches dans notre plan, nous fait oublier le cap qu'on a par rapport au résultat. Et donc, des fois, on réalise les tâches, mais le résultat, il n'est pas réalisé parce qu'il y a quand même une décorrélation. La succession, la somme des tâches ne vaut pas forcément, en fait, le résultat. Alors, le deuxième problème qu'il y a aussi, c'est, j'en avais parlé il y a un petit moment, c'est la sacralisation du plan. Alors, plusieurs, en fait, méthodologistes, ils disent que les plans ne sont rien. Il faut vraiment pas s'accrocher au plan. C'est le travail de planification avec toute la discussion, toute la modification, toute l'information qu'il amène, toute l'incertitude qui réduit, qui est important. Le plan, c'est une vision du futur, mais c'est juste une vision du futur qui est modifiée, qui est appelée à être changée. Alors, une des erreurs aussi qu'on commet, la troisième erreur qu'on commet, en fait, c'est le travail multitâche. Alors, on croit qu'en donnant à des ressources, en fait, plusieurs tâches en même temps,
On va les occuper à un certain niveau et du coup, ils seront performants à 100%. Or, ce n'est pas vrai. Les études ont montré, en fait, c'est une étude qui est très bien faite par deux mathématiciens, c'est Clark et Will Wright, une étude qui date de 1993, qui démontre en fait que si le multitâche dépasse 2 tâches en parallèle, on tombe forcément dans la réduction de performance et de production. Parce que le travail de switch entre une tâche et une autre, il consomme du temps. Et puis quand on revient, il y a une connaissance qu'on oublie par rapport à la tâche et du coup, on perd du temps. Donc le manque de priorité, on fait des plans avec la perspective qu'on va tout finir, mais généralement à la fin, on n'a pas le temps de tout finir. Mais ce qui se passe, c'est que quand on a établi le plan, on démarre par ce qui est le plus simple, par ce qui est le moins prioritaire. Et généralement, c'est pas ce qu'on devrait faire au début. On devrait commencer par le plus prioritaire et laisser ce qui est optionnel vers la fin. Alors bien sûr, on néglige l'incertitude, je viens d'en parler. Et puis, on mélange souvent les estimations et les engagements. Comme dit Armour, en fait, une estimation est souvent une probabilité, un engagement, c'est un engagement ferme, il ne peut pas être fait sur une probabilité. Oui, voilà. Mais dans ce cas, le client a besoin d'une date, d'un délai, d'un résultat. Alors, devrons-nous favoriser un scénario plutôt optimiste et donner des délais courts, ou bien des délais longs pour ne pas prendre le risque de ne pas les respecter? Qu'est-ce qu'on devrait, on devrait opter pour quel scénario? Alors, en fait, la planification est un travail d'apprentissage, hein, on n'est jamais certain. Et la planification, généralement, elle doit se dérouler avec le client, en fait. Jamais on exclut le client de la planification, en fait. On obtient les priorités de la part du client, on sait quelles sont ses douleurs, ce qu'il désire vraiment avoir dans le futur proche, et dans le moyen et court et long terme, et on priorise ça de telle sorte à lui donner en fait ses besoins les plus prioritaires en premier lieu et ses besoins les moins prioritaires vers la fin. Et donner des délais courts ou des délais lents, en fait, c'est comme si on stipule qu'il y a vraiment deux parties. L'approche de planification la plus appropriée devrait intégrer obligatoirement en fait le client et avoir son avis et son feedback par rapport à ce qu'il faut prioriser. Mais des fois, on a un souci face à des clients indécis qui changent souvent de besoin. Et comment pourrons-nous, dans ce cas, respecter le principe du client est roi? Si ce client-là nous demande des délais courts et qu'il change à chaque fois de besoin. En fait, le client, il sera toujours roi. Hein. Il y aura aucun souci à ce niveau-là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut réduire l'effort de planification dans sa période initiale. Donc, il ne faut pas planifier en masse, en fait. Il faut faire une planification. On va y revenir. C'est la notion de planification en oignon. Et donc, cette planification-là, en fait, elle se base sur le principe qu'on fait le minimum d'efforts au début quand on a peu d'informations et qu'on enrichit le plan au fur et à mesure, en fait, qu'on obtient des informations. Donc, le client, il sera roi parce que notre plan, il sera construit en fonction des priorités et des besoins du client. Donc, on ne sera jamais, en fait, en déphasage par rapport à ce que veut le client parce qu'on construit en fonction des informations qu'on obtient et des besoins que le client désire prioriser. Ok, donc on passe aux bonnes pratiques. Par rapport aux bonnes pratiques, en fait, il faut mentionner quelques postulats. Donc les postulats de base, c'est que généralement, il faut considérer que les bons projets, en fait, ils sont faits par de bonnes équipes, quels que soient les outils, quelles que soient les techniques, quel que soit ce qu'on met en place. Si on n'a pas une bonne équipe, on n'aura pas de bons projets. La collaboration et la communication, en fait, doivent valoir sur les processus et les outils. Donc, c'est des pratiques très importantes dans la planification. On doit savoir qui fait quoi et communiquer en fait les vrais besoins au fur et à mesure. Les changements dans un projet sont inévitables. Et puis, on ne peut pas voir au-delà d'un certain horizon. On ne peut pas voir au-delà d'un certain horizon, donc on se limite à une planification assez limitée dans le temps.
Une définition qui est assez récente, elle date de 2004 en fait, c'est Macomber qui l'a donnée. C'est que c'est un projet, c'est pas, on s'imagine qu'un projet en fait c'est juste une succession d'étapes en fait, de choses à exécuter. Alors que c'est pas vraiment le cas en fait. Un projet c'est deux choses en fait, c'est une capacité à produire, une valeur à produire, mais c'est surtout une nouvelle connaissance. Donc la capacité qui est produite, c'est le produit. Et la nouvelle connaissance qu'on acquiert au fur de route, c'est les éléments qui vont faire en sorte qu'on va parfaire ce produit pour arriver à un produit qui est le plus adapté, le plus adéquat, le plus optimisé et le plus conforme aux besoins du client. Donc ce qui signifie que c'est qu'on a besoin de ce nouveau savoir au même titre que la capacité, au même titre que la production. Et on peut faire mieux que ce qu'on a prévu initialement. On a une connaissance initiale qui est assez limitée. Cette connaissance, elle s'améliore en cours de route. Et cette connaissance, elle va arriver à parfaire et à optimiser en fait notre planification et notre conception du projet. Et les projets, bien sûr, ils sont appelés à être ajustés et les plans, ils sont appelés à être ajustés. Donc, le premier outil en fait que je préconise d'utiliser dans les projets qui sont à grande incertitude, c'est ce qu'on appelle la planification en onion planning. Donc c'est une planification à plusieurs moments en fait. C'est comme les couches de l'oignon. Donc il y a une planification qui est assez light, qu'on va dire au niveau du projet. C'est la première couche de l'oignon. C'est la planification en termes de vision. Celle-là, on a beaucoup d'incertitudes, on ne connaît pas beaucoup de choses sur le projet. Et pendant cette phase-là, en fait, on fait peu d'efforts. On essaie juste d'avoir le minimum d'éléments par rapport au projet. Après, il y a ce qu'on appelle la release. Donc, dans la release, on définit ce qu'on doit avoir dans une version du projet, dans une version du produit. Et donc là, on fait un travail de priorisation, d'identification des fonctionnalités clés qu'on va mettre en phase. Après, il y a un effort un moment de cycle. Donc, dans ce cycle-là, on définit vraiment les étapes par rapport à ce qu'on va faire par rapport au cycle. Et puis, il y a une priorisation, une planification au niveau du jour. Et donc, c'est là qu'il y a obligatoirement une synchronisation entre les différents intervenants dans le projet pour arriver à une optimisation des travaux en cours de route. Donc voilà, généralement quand on est dans la planification du projet, on fait ce qu'on appelle l'elevator pitch. En fait, ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il faut arriver à résumer le projet en une phrase qui peut être dite dans un ascenseur. Donc expliquer ce qu'on va faire au moment d'un trajet d'ascenseur. Donc c'est vraiment très résumé, très succinct, très limité. Alors il y a l'étape de la release, la deuxième couche de l'oignon. Donc, dans cette étape-là, en fait, on définit les grandes histoires, les grandes fonctionnalités qu'on va mettre en place et on définit ce qu'on appelle un release plan. Donc, c'est une date assez imprécise sur laquelle on établit qu'on va mettre en place les fonctionnalités. Et puis après, il y a le cycle, ce qu'on appelle le sprint, dans la terminologie agile. Donc, dans ce sprint-là, on établit en fait les priorités, on établit ce qu'on va mettre dans un cycle un peu plus court avec une planification un peu plus détaillée. Après, il y a l'étape où on rentre vraiment dans le détail de la fonctionnalité. Et dans cette étape-là, en fait, c'est là où on définit les tests d'acceptance, comment on va vérifier que les fonctionnalités-là vérifient les besoins réels du client. Vous voyez en fait que c'est une étape qui va du haut vers le bas. Et dans l'effort, en fait, il s'accroît en fait. Plus on descend dans la profondeur, plus on rajoute d'efforts dans la planification. Mais on ne fait pas un effort de planification conséquent au début et on ne fait l'effort de planification que quand on a toutes les informations nécessaires pour faire cet effort. Donc pour donner un exemple plus concret, supposons que je souhaite construire un logiciel de gestion d'école. Donc pour le niveau du projet, en fait, on va dire que voilà, j'ai une estimation à la louche, hein, c'est un projet qui va durer peut-être 9 mois. C'est la construction d'un logiciel de gestion d'école moderne, facile d'utilisation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'elevator pitch. Après, au niveau de la release, on va dire que c'est une release qui va durer peut-être 3 mois ou 4 mois. Donc, c'est vraiment assez vague. Généralement, en fait, on conseille ici de donner une fourchette, de ne pas donner en fait une date fixe ou une durée fixe. Donner une fourchette, c'est entre 3 et 4 mois. Et dans ces 3-4 mois, on inclut des fonctionnalités. Par exemple, ici, gestion des inscriptions, des classes et des notes. Donc, c'est pour délivrer un produit pour le marché. Après, dans les cycles, donc c'est des cycles un peu plus courts où on arrive à rentrer dans les détails. Par exemple, dans le premier cycle, qui va durer 2 semaines chez nous, on va gérer les inscriptions des élèves. Donc, dans ce cycle-là, on aura des activités comme la connexion, la déconnexion, la gestion des rôles, des intervenants qui accèdent à la plateforme et puis la gestion des inscriptions. Et puis, bien sûr, le dernier niveau, donc le niveau de synchronisation. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, que toute
l'équipe, elle va synchroniser son travail pour arriver à réduire les incertitudes qui restent en fait dans la planification. C'est là qu'on dira quand est-ce qu'une personne finit pour donner son travail à l'autre. Par exemple, quand est-ce que le développeur il pourra fournir son travail au testeur. L'avantage de cette technique-là de planification en oignon, c'est que elle permet en fait un minimum d'effort et de concentrer l'effort au moment opportun. Donc on planifie que ce qui est visible, on ne planifie pas au-delà de notre horizon, on planifie pas ce qu'on ne connaît pas. On change les priorités en fonction du savoir acquis. Donc dans le savoir acquis, il y a les recommandations du client. Dans le savoir acquis, il y a ce qu'on construit. Parce que quand on construit, quand on donne au client en fait pour pouvoir toucher par rapport à la release ou par rapport au cycle, le client, en fait, il a une feedback et il nous donne un nouveau ordre de priorité. On se concentre sur les besoins du client et non sur les tâches. Comme vous avez vu, en fait, dans le slide d'avant, généralement, on ne met jamais des terminologies techniques dans notre planification. On se concentre toujours sur les besoins du client. Ça permet d'avoir le focus sur la réalisation de la vraie valeur, qui est la satisfaction du client. Et puis, on ne fait pas d'affectation au-delà d'un certain seuil. Donc, on peut faire de l'affectation au niveau du cycle ou du jour, mais on ne peut pas faire une affectation au niveau de la release ou au niveau du projet. Donc la deuxième bonne pratique, en fait, c'est généralement de séparer entre l'estimation de l'effort, l'estimation de la taille et l'estimation de la durée. Donc si vous voyez ce monsieur-là, en fait, il a envie de déplacer cette masse de sable, en fait, d'un endroit à un autre, on va dire, il a 50 mètres en fait pour déplacer ça d'un endroit à un autre. Donc s'il vient et mesure ça à la louche, à vue de nez, il va dire voilà, c'est 4 heures en fait de travail ou 5 heures de travail. Donc là, ce qu'il a fait, c'est qu'il est passé directement à l'estimation de la durée. Par contre, ce qui est recommandé pour éviter, éliminer les incertitudes et réduire les cas d'erreur, c'est qu'il faut d'abord passer par l'estimation de taille. Donc il va dire, voilà, donc ce banc de sable-là, il fait 200 kg. J'ai une brouette qui peut transporter 20 kg. Donc ça veut dire que j'aurai 10 allers-retours. Donc si chaque aller-retour me prend 30 minutes pour remplir, pour déplacer la brouette et pour revenir, ça veut dire que j'aurai besoin de 300 minutes pour faire le tout. Donc ce qui veut dire que c'est 6 heures en fait, ou 5 heures de travail. Donc si j'ai bien compris, un plan de travail plus détaillé permettrait d'avoir un planning plus fiable, c'est bien ça? En fait, c'est ça et c'est pas ça. Et le niveau de détail, il varie en fait. Ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne détaille que le futur proche. On détaille vraiment ce qu'on fait pendant la journée. On détaille vraiment un peu moins détaillé que ce qu'on fait dans la journée, ce qu'on fait dans le cycle, mais on ne se casse pas la tête à détailler ce qu'on va faire dans tout le projet et on ne se casse pas la tête à faire le détail de ce qu'on va faire dans toute la release. On détaille ce qu'on a qui va venir et qui est proche et on détaille ce qu'on va aborder et les choses sur lesquelles on a le moins d'incertitude. Donc c'est ce qu'on détaille. Donc en fait c'est une priorisation du détail. C'est une concentration d'efforts sur les activités qu'on va aborder dans le futur proche. Alors, un autre exemple en fait de la séparation entre effort et durée, c'est supposons que moi et El Grouj on s'accorde pour courir en fait 10 km. Donc on voudrait savoir comment on va faire en fait. Donc je pose la question à Hicham, il me dit lui il pourrait faire ça en 25 minutes. Moi je lui dis non, c'est impossible. Moi je peux faire ça avec toi mais ça va me demander 1h30. Donc là on ne se met pas d'accord parce que la durée en fait de la course, elle va dépendre de la performance individuelle. Par contre, on est bien d'accord que le trajet, il fait 10 km. Donc l'effort, c'est un effort pour courir 10 km. Donc d'où, tout le monde est d'accord que le trajet, il fait 10 km. Que ce soit moi, que ce soit... Personne ne va dire, non, ça fait 20 km. Donc c'est une estimation d'effort qui est communément admise par la majorité des gens. Par contre, la durée, elle varie par rapport à la performance des personnes. Donc une personne, elle peut faire le travail en temps, et une autre personne, elle peut faire le travail en temps. L'erreur qu'on fait, c'est que souvent, celui qui estime, il estime le travail en termes d'effort et de durée par rapport à sa performance à lui, par rapport à la performance de la personne qui estime. Donc, il se trompe souvent parce que lui, c'est pas la personne qui va exécuter le travail. Donc, du coup, en fait, il y a des déphasages entre l'effort et les durées et ça fait beaucoup d'erreurs. Et puis, bien sûr, l'établissement des priorités. Donc, faut se mettre en tête que quel que soit le projet, quel que soit ce qu'on est en train de construire, nous n'arriverons pas à tout faire. Donc il faut prioriser, mettre ce qui est le plus prioritaire au début et puis les moins prioritaires vers la fin.
Donc, nous avons une question de Inan qui nous demande, pouvez-vous m'éclairer sur l'affectation des tâches? À quel moment doit-on affecter une tâche à une personne? Alors, la nouvelle façon de faire les projets, c'est que généralement, c'est les gens en fait qui s'affectent des tâches en fonction de leurs connaissances et en fonction de leur savoir. Donc généralement, l'affectation des tâches, elle doit se faire par la personne. C'est elle-même qui va choisir la tâche qui l'arrange le plus, sur laquelle il va travailler. Ou au mieux, en fait, on peut affecter une tâche à une équipe. Donc c'est un ensemble de personnes. Et c'est la plus disponible des personnes qui va prendre la tâche. Cela nous évite en fait de rentrer dans des goulots d'étranglement du style la personne elle est en train de travailler sur plusieurs tâches et ne finit pas et elle a d'autres tâches. Par contre, d'autres personnes ont fini, mais comme on avait fait l'affectation au tout début, il y a un problème parce qu'on ne veut pas changer cette affectation-là. Donc du coup, en fait, on fait un retard sur le projet parce que la première personne elle est occupée et les deux autres personnes ne sont pas occupées. Donc ce qui se passe, c'est que généralement, on préfère laisser cette affectation-là à la première personne qui finit et qui peut arriver à prendre en considération cette tâche-là. Ok, donc pour passer à des techniques d'estimation, donc je pense qu'il y en a 4 là qu'on va citer aujourd'hui. La première technique d'estimation, c'est la loi du rendement décroissant. Donc cette loi-là, en fait, comme vous voyez dans le vase, si on arrose un vase, c'est quelque chose qui est bien, mais si on l'arrose pendant longtemps, on va vraiment le gâter. Et c'est vraiment une loi mathématique. Moi, je le constate souvent, hein, je ne sais pas si vous êtes allé laver des voitures dans des compagnies qui sont spécialisées dans la matière. Je trouve bizarre, moi, et je trouve vraiment bizarre, quand je vais laver ma voiture sale, que les gens, ils lavent les roues. Donc ça j'ai jamais compris. Moi, je m'en passerai. Le temps que ça prend pour laver une voiture, déjà, des fois, ça me décourage d'aller laver la voiture. Donc, je préfère le faire moi-même. Donc, souvent, c'est 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Je trouve que l'investissement, il est cher en termes de temps. Après, un autre exemple en fait de la loi du rendement décroissant, des fois on a envie de manger dans un restaurant de qualité, la nourriture elle est bien, mais on tarde à ramener le menu parce qu'il y a beaucoup de travail de présentation à faire. On essaie de créer une sorte de chef-d'œuvre, un petit tableau. Moi personnellement je m'en passerai, mais ça dépend des situations aussi. Donc des fois on a juste envie de manger une bonne bouffe. Le chef, il tarde en fait à ramener la nourriture parce que il considère que c'est important. Donc la loi du rendement décroissant, en fait, c'est le point vers lequel le niveau du profit ou bénéfice est moins que l'argent ou le temps investi. Donc dans le cas de la voiture, je pense qu'un bon niveau de rendement, c'est avoir une voiture propre. Un mauvais niveau de rendement, là où le rendement commence à être décroissant, c'est-à-dire que le temps qu'on va investir à attendre le lavage de la voiture, il commence à être vraiment pas intéressant quand le monsieur il commence à nettoyer les petits trous en fait d'aération avec du coton-tige. Donc ça c'est vraiment le summum de l'exagération. On s'en passerait vraiment volontiers si on peut avoir la voiture en une demi-heure. Alors, c'est une courbe en fait qui précise ça. Ce qu'il faut voir dans cette courbe, dans la loi du rendement décroissant appliquée aux estimations, c'est que si on fournit un effort au début par rapport à l'estimation, on arrive à avoir un gain assez rapide en termes de précision. Donc accuracy, c'est précision. Donc on arrive vraiment à monter en précision par rapport aux estimations qu'on est en train de faire. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les estimations, ils ne sont jamais parfaites. On n'attend jamais le 100% de précision par rapport à une estimation. Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que si on continue à fournir beaucoup d'efforts, donc à un certain moment, on va tomber dans l'imprécision. Donc vous voyez la courbe, elle est plate à un certain moment, et puis elle continue jusqu'à un moment où elle commence à baisser. Ce qui se passe, c'est qu'on commence à faire des prédictions qui sont fausses, parce qu'on met des stipulations qui sont décorrélées par rapport aux informations qu'on a. Donc le niveau de précision, il baisse si on fait un effort beaucoup plus conséquent par rapport à la tâche qu'on est en train de planifier. Il faut voir que la loi du rendement décroissant, elle est corrélée à l'objectif. On a vu qu'elle baisse si on fait beaucoup d'efforts par rapport à ce qui est en place. Là, je donne un exemple, en fait. Supposons que quelqu'un veuille faire un sondage sur ma consommation de chocolat par an. Donc, il a plusieurs alternatives. Il peut dire, ouais, je sais pas, il va consommer 10 boîtes de chocolat par an. Donc, c'est une stratégie au pifomètre. Il va faire une moyenne de la consommation marocaine. Il va dire, bon, les Marocains, ils consomment 500 grammes de chocolat par an. Et donc, il sera un peu proche de la réalité. Donc là, il aura fait un effort. Il sera peut-être proche
des 50% de précision dans son estimation. Il va peut-être faire une enquête, là il va faire un effort un peu plus supplémentaire. Donc il va poser la question, téléphoner à mes amis, à ma famille, leur poser la question, est-ce qu'on me voit manger du chocolat, combien de temps pendant la journée, est-ce qu'il m'accompagne au supermarché? Peut-être qu'il va me suivre pendant un mois, donc s'il veut être précis et savoir combien je consomme. Donc ça, c'est des efforts en fait qui donnent, qui répondent à la même question. Combien je consomme de chocolat par an? L'objectif, il diffère. Donc si lui, il a juste envie de m'envoyer une boîte de chocolat pour mon anniversaire, donc il peut faire ça, je peux avoir au pif et envoyer une boîte de chocolat. C'est pas la peine de rentrer dans ce détail. Après, si moi je suis un intervenant clé dans les appels d'offres et il veut voir si je suis vraiment accro de chocolat, il pourrait un peu rentrer en fonction du montant de l'appel d'offres pour voir est-ce que ça va vraiment faire plaisir ou c'est vraiment quelque chose qui, pour lequel je n'ai pas beaucoup d'importance. Donc ça dépend en fait du niveau d'objectif avec lequel on corrèle le rendement et l'effort qu'il faut faire dans la planification. Donc la deuxième technique en fait par rapport à l'estimation, c'est le qui. Donc Lederer, en fait, c'est un prof de management aux États-Unis qui a publié une recherche en 92 qui dit que les estimations préparées par ceux qui font le travail sont beaucoup plus précises que d'autres estimations qui sont préparées par quiconque. Alors dans quiconque, je précise, il y a aussi les experts. Oui, Manon. Ben justement, à ce sujet, est-ce qu'une estimation faite par ceux qui font le travail risque de se faire au dépit des intérêts du client? C'est-à-dire que tout le monde veut travailler confortablement et se donner un délai le plus long possible. Donc, comment vérifier que le délai qui sera donné par ceux qui font le travail est bien le délai le plus efficace? D'accord. Oui, c'est une bonne question. Et la réponse, elle est dans le slide, en fait. Les estimations sont mieux préparées par l'équipe, incluant celui qui va faire le travail. On ne donne jamais à une seule personne, même la personne qui va faire le travail, la possibilité d'estimer tout seul. Pourquoi? Parce que l'estimation en équipe, elle est corrélée avec une justification de l'estimation. Donc, à chaque fois que quelqu'un, en fait, il annonce un nombre ou un chiffre, une stratégie de conception, il est obligé, en fait, de justifier cette stratégie de conception par rapport à l'équipe. Donc, si la logique qu'il présente, elle tient la route, c'est bon. Sinon, elle sera corrigée par l'équipe. Donc, ce qui permet en fait d'avoir le minimum de risque. Et c'est pas un confort que la personne est là. On ne demande pas en fait aux gens de donner des estimations pour se noyer en fait dans le travail et travailler jusqu'à 22 heures le soir. On demande juste de donner des estimations réalistes. Donc, si la stratégie qu'il propose, elle tient la route, il n'y a aucun problème. Si l'équipe la valide, l'équipe, elle connaît, elle maîtrise le sujet. Si l'équipe la valide, c'est une estimation qui est valable. Ok, donc les estimations faites par les équipes, elles permettent en fait d'avoir plus de créativité parce que quand les gens ils estiment, comme on a dit, une composante inhérente de la planification, c'est la conception. Donc si l'équipe elle estime et elle fait de la planification, elle est plus créative parce que la conception elle est faite de façon collaborative. Si on affecte des tâches aux gens ou si on donne une estimation à une seule personne, généralement, on ne sait pas qui va faire le travail. Même si on sait qui va faire le travail, des fois, en fait, la personne peut tomber malade. Et donc, du coup, c'est pas lui qui va faire le travail. Et on retombe dans la problématique de la performance individuelle. Et puis, bien sûr, même si la personne, elle va faire le travail, des fois, elle peut oublier des tâches, elle peut oublier des choses. Et l'équipe, elle est là pour corriger, en fait, ce genre d'oubli. Et donc, pour lui dire, attention, c'est une estimation qui est sous-estimée. Il y a ça à rajouter. Je cite là en fait un dicton du général Patton, qui est celui qui a fait le débarquement en Normandie en 1945. Donc il dit en fait, lui il a ramené toute la troupe et la cavalerie américaine en France pour combattre Hitler. Et lui il dit, si vous montrez à une personne où aller sans lui dire comment y aller, et vous serez agréablement surpris du résultat. Parole de connaisseur parce qu'il a conduit toute une armée en Europe pour libérer l'armée de l'emprise de Hitler. Ok, la troisième technique d'estimation, c'est l'échelle d'estimation. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que il ne faut pas mélanger ce qui n'est pas mélangeable. Donc, quand on veut mesurer les distances, il faut savoir que, par exemple, si on est dans une ville, à Rabat, par exemple, pour aller à une librairie ou une bibliothèque de notre quartier, on sait vraiment estimer la distance et puis estimer peut-être la durée. Si on veut aller au centre-ville de Rabat, on saurait comment faire, on saurait combien de temps ça nous prendrait. Par contre, aller à la librairie d'une autre ville, je ne sais pas moi, de Fès ou de Meknès, là on va avoir un peu plus de difficultés.
Donc c'est une autre échelle en fait, on n'est plus dans la même ville. Se rendre sur la Lune, c'est encore beaucoup plus compliqué, donc on ne sait même pas combien ça dure, on ne sait pas quelle distance. Ça, c'est une autre activité, c'est une autre mesure. Juste une petite introduction pour expliquer ce que c'est qu'une histoire du point de vue client. Donc généralement, en fait, dans la méthodologie agile, une histoire, c'est expliqué en une phrase, c'est une fonctionnalité que désire le client, et on la précise comme le profil, donc comme directeur d'école, je souhaite inscrire les élèves afin d'avoir une liste d'inscription pour l'année scolaire. Donc ce qu'il faut dire, c'est que pour les estimations, il ne faut pas mélanger les histoires, qui sont les fonctionnalités les plus basiques de bas niveau. Donc c'est comme l'exemple en fait de se rendre à la bibliothèque de la ville, avec les épiques, qui sont peut-être se rendre à la bibliothèque de Fès, avec les thèmes, qui sont se rendre vers la Lune, par exemple. Donc, il ne faut pas mélanger les ordres d'estimation. Il faut estimer des choses qui sont de taille similaire. Donc, voilà. Une histoire. Donc, je vous ai parlé d'une histoire. C'est une fonctionnalité que le client veut faire. Pour avoir une histoire qui est correcte, une histoire qui a du sens, il faut qu'elle adopte, en fait, une logique qui s'appelle la logique INVEST. Donc, la logique INVEST, en fait, c'est une histoire, il faudrait qu'elle soit indépendante, c'est-à-dire une histoire, une fonctionnalité qui est indépendante des autres histoires. Il faudrait qu'elle ait de la valeur, donc c'est le V, une valeur pour le client et l'utilisateur. Il faudrait qu'elle soit estimable, donc estimable, comme on l'a dit, par l'équipe. Il faudrait qu'elle soit petite et il faudrait qu'elle soit testable. Donc, on sache qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette histoire-là, elle soit validée par le client. Donc, toute fonctionnalité qui ne couvre pas, en fait, ces items-là, c'est pas une histoire, en fait. C'est soit une épique, soit un thème. Si vous voyez un peu dans le schéma qui est en 3 couleurs, là, dans le slide, plusieurs histoires composent une épique et plusieurs épiques composent un thème. Donc, ce qu'on fait, en fait, pour arriver à une estimation plus précise, c'est qu'à chaque fois qu'on veut estimer, on regarde d'abord si on a entre nos mains une histoire. Donc, si on n'a pas une histoire, c'est une épique ou c'est un thème. Et dans ce cas de figure-là, il faudra qu'on la découpe beaucoup plus finement en unités élémentaires pour arriver à l'estimer. Donc, l'estimation par analogie, la 4e technique d'estimation. Donc, cette technique-là, en fait, c'est une estimation qui permet d'estimer quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. Donc, pour donner un exemple ici, estimation du poids de 3 personnes ou de plusieurs personnes. On sait classer les personnes par poids. On sait classer les personnes par poids, mais on ne sait pas donner une estimation correcte du poids de la personne. Donc, si c'est dans l'image qui est là, c'est visible que de gauche à droite, celui à la gauche, il est le moins corpulent, et celui qui est à la droite, il est le plus corpulent, mais on ne saurait pas donner précisément combien il mesure. Donc, comment on fait cette estimation relative? Donc, on travaille avec un ensemble de chiffres. Hein. Généralement, c'est les chiffres 1, 2, 3, 5, 8, 13 et 21. Ces chiffres-là, en fait, c'est la suite de Fibonacci. Et on s'accorde, en fait, sur un travail de référence. Donc, ce travail de référence-là, toute l'équipe, en fait, il lui donne un chiffre parmi cette série-là de nombres. Et on va estimer les autres travaux comparativement, par analogie, à ce travail de référence-là. Donc, à chaque fois, on va dire, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que le travail de référence qu'on a identifié initialement. Donc la suite de Fibonacci, elle est bien. Il y a d'autres stratégies d'estimation en fait par nombre, mais ma préférée c'est la suite de Fibonacci parce que celle-là en fait elle suscite un débat et elle permet en fait de dire est-ce que la tâche elle est vraiment. Imaginons qu'on ait une tâche en fait qui est plus grande qu'une tâche qui vaut 3, qu'on avait déjà identifié comme étant une tâche qui vaut 3. Donc, le prochain numéro dans le slide, c'est 5 en fait. On n'a pas d'intermédiaire. Donc, c'est soit 5, soit 8. Donc, si on voit que la tâche, en fait, elle est le double du travail du 3, donc pour nous, ça vaudra 6. Sauf qu'on n'a pas le 6. Donc, il faudrait qu'on sache est-ce que la tâche, elle est légèrement supérieure à 6 ou elle est vraiment nettement supérieure à 6. Donc, ça provoque le débat en mettant des suppositions et des justifications de planification. Donc, du coup, on met le chiffre adéquat en fait par rapport à la tâche. Donc pour donner un exemple de cette estimation par analogie, imaginons qu'on ait en fait les 6 tâches qui sont là. Donc je vais vous donner 10 secondes pour réfléchir, après je donnerai la réponse. Donc imaginons qu'on doit faire les courses au supermarché, on doit ramener son enfant à la crèche, donc une crèche qui est loin de la maison d'1 kilomètre, on doit laver sa voiture, bon, pas au niveau de détail qu'on avait vu avant, donc un niveau assez acceptable. On doit peindre les murs de la chambre à coucher, on doit passer l'aspirateur et puis on doit remplir un verre d'eau.
Donc, si on veut donner un chiffre, sachant qu'on s'accorde en fait que le travail de référence, c'est passer l'aspirateur, et pour nous, on lui donne un chiffre de 3 points. Donc voilà. Si on dit que passer l'aspirateur, c'est 3 points, vous êtes bien d'accord que remplir un verre d'eau, il est moins, en termes d'effort, il est moins compliqué que de passer l'aspirateur. Donc, on va s'accorder à lui donner 1 point. Après, si on prend faire les courses au supermarché, donc si on veut la classer par rapport à remplir un verre d'eau, c'est forcément plus compliqué et ça prendra plus de temps que de remplir un verre d'eau. Et ça prendra plus de temps que de passer l'aspirateur. Mais est-ce que ça prend plus de temps que laver la voiture? Non. Donc, laver la voiture, il est forcément moins compliqué que faire les courses au supermarché. Donc, celui-là, on va lui donner 5 points, par exemple, parce qu'il est plus compliqué que passer l'aspirateur. Et puis, ramener son enfant à la crèche, bon, c'est 1 kilomètre avec les bouchons, aller revenir, attendre l'enfant à l'entrée de la crèche. C'est quelque chose qui va durer. Donc, c'est un peu plus compliqué que laver la voiture. Donc, on va lui donner 8 points. Donc, on se retrouve avec une estimation, en fait, de toute la tâche de façon relative. Par contre, il faut voir ici que la D, à un certain moment, on lui a donné 21 points. Donc, c'est une tâche qui est assez compliquée. Donc, peindre les murs de la chambre à coucher, donc il faut acheter la peinture, il faut faire plein de trucs. Donc, D pour moi, ici, est une épique qu'il va falloir découper. Donc, peut-être on aura plusieurs histoires ici qui vont couvrir la D. La première, ça sera se rendre au magasin pour acheter de la peinture. La deuxième, ça sera préparer la peinture. La troisième, ça sera peindre un mur ou deux. Donc, on le fera par itération. Et donc là, à ce moment-là, en fait, on arrivera à estimer ça par rapport aux autres activités qu'on a. Un rajout de précision par rapport à l'estimation par analogie, c'est ce qu'on appelle la triangulation. Donc, c'est de faire plusieurs comparaisons à la fois. Je vais passer directement à ce slide-là pour vous expliquer. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met des colonnes par rapport aux fonctionnalités qu'on a. Et donc, on commence à classer les colonnes. Et donc, à chaque fois qu'on veut, par exemple, placer une colonne, placer une histoire dans une colonne, on va vérifier qu'elle est plus petite que toutes les autres histoires qui sont dans la colonne de droite et plus grande que toutes les autres histoires qui sont dans la colonne de gauche. Vous voyez, en fait, à un certain moment, on arrive à un niveau de détail qui est très précis en faisant cette triangulation. Un résumé de tout ça, en fait, on va le trouver dans le jeu du planning poker. Donc, le planning poker, en fait, c'est une technique d'estimation qui est utilisée dans les projets agiles. C'est une démarche collaborative qui se base sur un jeu de cartes, incluant la série de Fibonacci, et qui se passe selon la succession suivante. Donc, c'est un jeu de cartes où on met les chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 21, et puis on met un café pour la pause, et on met un fini pour quelque chose qu'on n'arrive pas à estimer. Donc, généralement, nous, dans notre équipe, en fait, on a créé un jeu de cartes marocain qu'on a adopté, en fait, à la série Planning Poker. Donc, l'idée de cette séance de planification, c'est que toutes les personnes qui vont effectuer le travail participent, et chacun a un jeu de cartes identique qu'il va utiliser pour l'estimation. Donc, on explique le besoin. Celui qui connaît mieux le besoin, celui qui est le représentant du client, va expliquer le besoin. Il y aura une discussion et des questions à ce propos-là. Et en fonction des discussions et des questions, on va donner une estimation. Donc, chacun, il va donner une estimation. Donc, on va expliquer le besoin. On va faire les questions-réponses. Et on va estimer avec les cartes, donc au même moment, pour qu'il n'y ait pas, en fait, d'influence d'une personne ou d'une autre par rapport à l'estimation. Si on a une majorité, on retient le chiffre. Sinon, les gens qui ont donné les estimations, l'estimation la plus faible et l'estimation la plus élevée vont s'expliquer jusqu'à arriver à un consensus. Donc après, on fait une... On va créer un rôle enseignant. Comme enseignant, je souhaite voir les classes qui me sont affectées. Il faut qu'il puisse voir juste les classes qui lui sont affectées. Quand tu dis les classes qui lui sont affectées, à quel moment ils lui sont affectées, les classes? Est-ce qu'on a le lien entre la classe et l'enseignant? Oui, bien sûr. Enseigner au cours. Donc la story, en fait, il faut juste afficher la liste. La liste des classes. La liste des classes. D'accord. On a déjà la liste qui est déjà faite avec la liste. Oui. Normalement, c'est le directeur qui gère ça. On a 2, 5 et un 13 et un 2. Pas un 13. Je crois qu'on ne va pas utiliser les mesures par des raisons de sécurité. Il faut vraiment faire le choix.
C'est l'affichage de la liste des classes. En fait, là, c'est juste la liste des classes. On ne parle pas d'emploi du temps, c'est une story à part. Moi, je crois qu'il faut réestimer ça parce que déjà, on a la création du rôle enseignant. Et Le rôle enseignant, c'est un rôle qui est créé, en fait, c'est juste un libellé. c'est comme... C'est comme administrateur, directeur. Non, non, c'est de stress. C'est comme ça. Donc voilà, ça c'était un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc au début, il y a eu l'explication du besoin. Après, il y a eu les questions-réponses pour éclaircir le besoin. Après, il y a eu un premier round d'estimation où les gens ont estimé avec des cartes qu'on précisait. Et les gens qui ont eu en fait le plus faible nombre et le plus haut nombre, en fait, ils débattent. Et les gens, ils écoutent en même temps, ils éclaircissent les concepts et les besoins. Et on refait une réestimation après pour arriver à un consensus. À la fin, c'était un chiffre de 3 sur tout le monde. Tout le monde était d'accord sur ce chiffre de 3. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc on peut préciser deux types de règles. Hein. C'est soit la majorité, soit c'est un consensus. On peut fixer le nombre de rounds. L'idée, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de critiques, en fait. C'est vraiment de la démocratie. Tout le monde a une voix. Tout le monde peut voter. Et puis on discute les suffrages jusqu'à la compréhension du besoin. Donc pourquoi cette technique en fait d'estimation elle marche? Parce qu'elle combine en même temps l'opinion des experts, l'analogie et la désagrégation, tout ce qu'on a vu en fait. C'est une bonne séance de team building. Elle inclut de la conception et du design. Elle permet de détecter les incompréhensions. Donc bien sûr, toute personne qui n'a pas bien compris le sujet, on va voir parce qu'il aura une estimation surévaluée ou sous-évaluée. Donc on va lui expliquer pourquoi en fait il faudrait qu'il change son estimation. Et puis, elle implique les gens dans la conception du meilleur produit. Donc, si vous voyez, en fait, on a des discussions de conception au même moment que l'estimation. Donc, les gens, en fait, ils donnent leur avis, leur meilleur avis sur comment construire le système de façon plus optimisée. Et bien sûr, ça marche parce que c'est vraiment fun, en fait. C'est presque un jeu où on arrive à sortir des résultats qui sont très fiables. Donc ça nous évite en fait, ce qu'on appelle le gold plating. Hein. Le gold plating, c'est de faire des choses qui ne sont pas demandées. Donc ici, il y a un cas pratique. Hein, c'est quelqu'un qui développe dans une société de service, elle a dénommé Lima. Donc elle code la fonctionnalité d'export de données et elle la code en 10 jours. Après, au moment du test, comme on a donné en fait le travail à elle et c'est elle qui a fait l'estimation. Et puis il n'y a pas eu de discussion avec le commanditaire du besoin, donc le représentant du client. Elle va faire deux fonctionnalités, hein, elle va faire l'export Excel et PDF. Au moment du test, on se rend compte en fait que la fonctionnalité qui était demandée, qui est l'export Excel, elle ne fonctionne pas bien. Et l'export PDF, il n'est pas demandé, mais il fonctionne très bien. Donc ça, il n'y a pas eu d'effort de conception ni de consensus sur le design au début, donc ce qui fait qu'on a eu du retard et on n'a pas eu la fonctionnalité qui est souhaitée. Un deuxième problème qui se passe, en fait, c'est un autre cas, en fait, c'est Bark là qui travaille sur qui chiffre un travail à 8 jours et le communique à son chef. Par contre, le souci qui se passe, comme il a fait la planification tout seul et comme c'est une personne qui est expérimentée, il finit en 4 jours. Le problème, c'est qu'il ne veut pas dire ça à son chef parce que sinon il va perdre sa crédibilité et la prochaine fois qu'il donnera une estimation, son chef il va couper ça par 2. Et donc il risque de se retrouver dans des problèmes. Donc ce qu'il fait, il poireaute pendant 2 jours, il fait rien. Et il tombe dans la problématique de la loi de Parkinson en fait. C'est le travail en fait, il a tendance à prendre la durée qu'on lui donne en fait. Et il tombe aussi dans ce qu'on appelle le syndrome de l'étudiant. Donc le syndrome de l'étudiant, c'est les gens qui font le travail à la dernière minute. Donc on attend jusqu'à la fin, on fait du travail de conception, on regarde sur Internet les meilleurs outils, les meilleures pratiques. Et puis à la fin, on commence à travailler. Généralement, on arrive tard. C'est pour ça que Leonard Bernstein, en fait, il a si gracieusement dit que pour faire des choses merveilleuses, il faut 2 choses. Hein. Il faut un plan et pas beaucoup de temps. Surtout pas beaucoup de temps. Ben là, on pourrait dire que la communication et l'interactivité de l'équipe sont vraiment des éléments nécessaires pour la planification. Ben, sans ça, on peut pas avoir un planning fiable. C'est bien ça. Oui, bien sûr, tout à fait. C'est ce qu'on vient de dire en fait. Il faut absolument qu'il y ait une collaboration de tous, ceux qui vont travailler et ceux qui vont participer et ceux qui vont recevoir le travail pour avoir une planification qui est la plus efficace possible. Et ce qu'il faut retenir en fait d'aujourd'hui, en fait, s'il faut vraiment retenir quelque chose, c'est toutes les techniques d'estimation, elles se basent sur beaucoup de communication et sur l'application de tous. Donc ça, c'est vraiment un récap
de ce qu'on a vu, donc les techniques qu'on a vues. Mais vraiment pour résumer, le planning poker, c'est une technologie qui marche, c'est une stratégie, une technique qui marche, parce qu'elle se base sur la communication, la collaboration et l'application de tous, et parce que on ne prétend pas connaître le futur avant d'avoir en fait des éléments sur ce futur-là. Donc, on avait dit en fait que ce webinaire, en fait, il sera fait en deux parties. Donc, ça, c'est le prochain épisode. Il sera sur la thématique des buffers. Donc, comment on rajoute des aspects, des paddings de sécurité pour avoir en fait des chiffrages un peu plus précis. Et puis, on va voir comment on établit les priorités, donc les priorités financières et les priorités des clients. Et puis, on va voir les étapes de planification et comment on suit de manière précise l'exécution d'un plan qu'on a établi. Donc, avant de donner la main aux questions, donc, je voudrais remercier des personnes que je considère comme des mentors, même si je ne les ai pas croisés. Donc, c'est Mike Cohen, qui est l'éditeur de plusieurs logiciels, en fait, agiles, et puis le rédacteur de plusieurs books dans le domaine. Jeff Sutherland, qui est le créateur de Scrum. Edward Deming, qui est le créateur fondateur de la nouvelle théorie de Management 2.0. Je remercie aussi Marwa, qui est à côté de moi, là, qui anime gracieusement ce webinaire. Donc, j'espère qu'on va passer aux questions. On a des questions ici. Donc, on a en fait la première question. Faut donner un exemple concret d'histoire. Un exemple concret d'histoire, d'épique et de thème. Oui. On avait dit en fait histoire, épique et thème. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est des niveaux de grandeur. C'est pas la même échelle en fait. Donc, plusieurs histoires, elles composent une épique, et plusieurs épiques, elles composent un thème. Donc, le thème, c'est le niveau le plus haut, c'est le niveau le moins détaillé de la fonctionnalité. L'épique, c'est un peu plus détaillé, mais c'est encore pas clair. C'est pas arrivé au niveau implémentation. Et l'histoire, c'est la fonctionnalité à son niveau le plus détaillé, donc on peut l'implémenter. Et c'est quelque chose qui est connu. Généralement, une histoire, en fait, c'est une phrase comme la suivante. Hein. Donc, comme patron de supermarché, je souhaite enregistrer les ventes pour pouvoir suivre le chiffre d'affaires. Donc ça c'est une fonctionnalité, une histoire. Alors ça c'est la façon avec laquelle on gère une histoire et un besoin du client. Après, comme j'ai dit, en fait il y a la logique de invest. Donc il faut que l'histoire elle soit indépendante des autres histoires. Il faut qu'elle soit négociable. Donc on ait un minimum de marge où les gens de la conception peuvent donner leur avis. Il faudrait que ça soit de valeur, quelque chose de valeur pour le client. Il faudrait que ça soit estimable, donc que l'équipe arrive à estimer ça avec du planning poker, par exemple. Il faudrait que ça soit petit, donc il ne faudrait pas qu'il y ait beaucoup de choses, comme on l'avait précisé en fait pour l'épique de peindre les murs de la chambre à coucher. Donc ça, c'est une épique qu'il faut découper en petites histoires. Il faudrait qu'elle soit testable, donc qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour arriver à remplir et à satisfaire le client par rapport à ce besoin métier. Donc il y a une autre question, une personne qui vous demande comment calculer les points d'estimation selon la suite de Fibonacci. Alors la suite de Fibonacci, c'est vraiment juste faut pas prendre en considération l'aspect, il paraît un peu bizarre et barbare. La suite de Fibonacci, c'est juste, il faut retenir que c'est les chiffres 1, 2, 3, 5, 8, 13 et 21. Donc c'est vraiment des chiffres qu'on utilise et on n'utilise que ceux-là. Donc si on veut vraiment donner une estimation de quelque chose, ça sera forcément soit 1, soit 2, soit 3, soit 5, soit 8, soit 13, soit 21. Et donc on connaît en fait la difficulté de l'effort qu'on va fournir en fonction du point qu'on choisit dans cette suite-là en fait qu'on appelle suite de Fibonacci. Tout simplement la suite de Fibonacci on l'appelle comme ça parce que si vous voyez bien, si on fait 1 plus 2, ça donne 3. Donc la somme des deux donne le chiffre suivant. Donc 2 plus 3, ça donne 5. Donc 3 plus 5, ça donne 8. 5 plus 8, ça donne 13. Donc c'est pour ça qu'on appelle la suite de Fibonacci. Donc, et la vidéo qu'on a vue, en fait, elle se base sur la suite de Fibonacci. Le planning poker, il se base sur l'estimation par la suite de Fibonacci. Une autre question, une remarque. C'est bien de collaborer autour des tâches, d'estimation, etc. Mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir un bon chef d'orchestre, un bon team leader. Si c'est le cas, quels devraient être ses attributs? Alors, c'est une très bonne question. Hein. Donc, je remercie Mohamed pour cette question-là. Oui. En fait, le chef d'orchestre, c'est pas forcément une personne physique. Hein. C'est les principes de l'estimation qu'on va mettre en place. Donc, c'est une estimation
si on fait ça en planning poker, généralement on établit un nombre de rounds et on essaie de trouver en fait un consensus entre l'équipe. Si on n'arrive pas à trouver le consensus, on peut tomber vers une majorité. Mais généralement, si une seule personne prend la tâche d'estimation, il sera forcément incorrect dans son estimation. Donc c'est pour ça qu'on va faire le chef d'orchestre, mais le chef d'orchestre, c'est pas forcément le chef de projet. C'est la règle et la charte de l'équipe, et c'est les règles et les principes de l'estimation qu'on va mettre en place. Donc par exemple, on va dire que notre estimation par rapport à une tâche, en fait, c'est une estimation qu'on va faire en 3 rounds d'estimation. Si on dépasse pas 3 rounds, on va passer à une méthode B pour estimer. C'est une estimation qui va se baser soit sur un consensus, soit sur une majorité. Et donc les gens en fait qui donnent le min et le max à un certain moment, en fait, ils vont débattre et ils vont arriver à un consensus. Généralement, dans la méthode planning poker, on ne dépasse pas 5 rounds. Mais si on voit que ça prend beaucoup de temps, on peut réduire ça à 2 ou 3 rounds. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, pour clôturer cette séance, on vous remercie pour votre participation. On reste bien évidemment à votre disposition pour toutes vos questions et remarques sur notre page Facebook, Cava Global Service. Cette vidéo sera diffusée dans quelques heures et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de remplir les appréciations pour qu'on puisse avoir votre feedback et toujours faire de notre mieux pour satisfaire votre demande. À très bientôt. Au revoir.